Nul ne chantera de chansons en notre mémoire. Nous sommes les seuls à porter notre deuil. Nos traditions et nos souvenirs ne vivent que dans les présentes annales, les annales d'Opale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Coin du Feu pour un nouvel épisode des Annales d'Opale, un épisode estival cette fois. Je suis Ethno et il y a mon ami Cook, toujours auprès du feu. Bonjour, vous brûlez pas surtout. Ce serait bête, hein. Il y a 2-3 braises en plus, il y a un peu de vent, donc voilà. Tout va bien ? Eh ben écoute, ouais, c'est les vacances, donc les choses vont un peu mieux. Ça laisse le temps de bouquiner aussi. C'est ça, on est toujours pas reconfiné, donc on en profite. On en reparle à la rentrée. Ouais. Sans vouloir jouer l'oiseau de mauvais augure, hein, toujours. Le trouble fait. Ouais, exactement, ouais. Ouais, ça nous laissera l'occasion de lire encore plus alors du coup, c'est ça qui est bien. Ouais, bien là, j'ai une liste qui s'allonge de jour en jour. C'est jamais bon ça, il y a eu des soldes en plus, donc du coup le numérique, les magasins, tout ça, c'est vrai que ça a été l'occasion d'acheter quand même pas mal de bouquins et de rallonger un peu les piles à lire. C'est pas bien ça. Ouais, c'est en faisant les analyses aussi pour le podcast, du coup je découvre d'autres œuvres en faisant les recherches. Et donc j'ai une pile de trucs, de toute façon j'y reviendrai pour la chronique d'aujourd'hui. D'accord, ok. Bon bah écoute, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Par contre, c'est moi qui prends la parole du coup pour une fois. Ouais, c'est vrai, c'est toi qui as fait les devoirs. Ouais. Bon, je t'avoue que je m'y suis penché ce matin quand même. Hein. Il fait ça un peu au dernier moment. Oh là, c'est pas beau. Moi j'ai regardé hier soir, tu vois, et puis... Les mecs investis. Non mais par contre... On a de belles chroniques. Ah oui, par contre, voilà, ça, c'est les chroniques sont travaillées, il y a pas de souci. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai un retour d'auditeur à propos des titres. Parce qu'en fait, dans nos titres et dans la description, on n'indique pas de quoi on va parler. Enfin, je l'indique plus ou moins, mais c'est de manière très subtile. Donc, c'est-à-dire qu'il faut évident, écouter mais l'épisode, quoi. C'est ça. Non, mais il a raison, en fait. Il faudrait peut-être au moins qu'on mette ce qu'on chronique de manière plus claire. Ok. Donc ce sera fait là, pendant les vacances, du coup. D'accord. Oui, en même temps, c'est vrai. Mais c'est dommage, tes titres sont marrants quand même. Ah, mais je vais garder les titres. Je vais juste rajouter soit dans la description, soit entre parenthèses, au moins les 2 chroniques qu'on fait. Et puis comme ça, ce sera un peu plus peut-être aguichant pour les gens, tu vois, quand ils savent un peu où ils mettent les pieds. Ouais, ils sont pas obligés de décrypter à chaque fois, tu vois. Ah ouais, je comprends. Mais c'est vrai que ça, j'y avais pas pensé du tout, tu vois. Bon, ben je t'en prie, là, du coup. Je vais attaquer, ouais, carrément. Quand on a lancé ce podcast, c'est vrai qu'on avait dit qu'on parlait de littérature de l'imaginaire, et d'ailleurs on y reviendra sur un épisode qu'on va faire pour la rentrée normalement. Et du coup on s'était demandé si les comics allaient rentrer dans cette case, en vérité. Et ben j'ai ma première news chronique, ma première news comics, pardon. Parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, j'en lis quand même pas mal. Et du coup, je suis tombé sur une news qui devrait ravir un petit peu les fans de comics, puisqu'il y a un documentaire sur Todd McFarlane. Alors du coup, je sais pas si ça va te parler. Le nom me dit quelque chose, mais alors après... Ouais, c'est le mec qui a créé Spawn, et qui, accessoirement, a fait du Spider-Man aussi. Mais du bon Spider-Man bien burné. Donc un gros nom hein, dans le comics. Et du coup il y a un documentaire qui est sorti, c'est trouvable sur YouTube en plus, c'est ça, c'est totalement gratuit, c'est très long parce que ça fait 45 minutes pour un truc gratos, franchement moi je trouve ça royal. Et alors donc je vais ressortir mon plus bel anglais parce qu'il s'appelle Like Hell I Want, sublime. Ah, c'était très bien, tu vois, j'attendais une suite et... Eh ben non, c'est tout, je suis désolé. Donc du coup il y a des interventions d'autres gros noms du comics comme Jim Lee par exemple, qui lui aussi quand même assez connu, il a fait du Batman entre autres, des machins comme ça. Forcément ça va brosser un tableau du personnage qui est quand même relativement cool. Et voilà, donc c'est disponible
sur la plateforme. Et je le conseille vivement. Par contre, moi quand je l'ai regardé, il n'y avait pas de sous-titres français, donc ça va être vraiment du VO quoi. Mais bon, c'est pas non plus spécialement inaccessible. Et je pense que ça vaut le coup pour essayer d'approfondir la connaissance sur le personnage. Donc voilà, moi c'était ma petite news. Et j'ai une autre news qui peut faire office de parution aussi, parce que d'habitude c'est moi qui m'en occupe. Et du coup il y a Panini Comics France qui vient d'annoncer des réimpressions. Donc c'est un peu en sujet avec ce que je disais par rapport à McFarlane tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils vont balancer des réimpressions des 2 tomes de Michelini du coup et de McFarlane pour les Spider-Man. Donc ça c'est du très très bon comics hein, pour ceux qui savent pas par où commencer sur du Spider-Man. Concrètement je pense qu'on peut pas faire mieux. C'est assez badass, c'est assez sombre. Tout comme le Spawn que McFarlane a créé d'ailleurs. Spawn qui est un de mes personnages de comics préférés parce qu'il est vraiment très torturé. C'est vraiment bien foutu. En plus en rapport avec les enfers et les machins comme ça. Donc fatalement moi ça me parle. Et du coup ils vont aussi rééditer un X-Men. Le X-Men de Cassidy et de Wenden. Et bon les dates sont pas communiquées. Par contre, je pense que les dates seront arrivées quand je ferai ma chronique de comics aussi, ma première chronique de comics, d'ici la rentrée. Donc j'annoncerai les dates à ce moment-là dans les parutions. Ok. Voilà, c'est vrai qu'on n'avait pas encore trop parlé de comics, à part Sandman un petit peu, mais... Ouais, voilà, ça avait été très léger, et puis je trouve ça dommage, parce que du coup... Bah, c'est vrai, niveau imaginaire, pour moi personnellement ça rentre totalement, même si c'est un autre support, c'est-à-dire que c'est du dessin, mais il y a aussi, c'est beaucoup basé sur le scénario, sur les histoires et tout, d'ailleurs on le verra dans la chronique que je ferai. Donc pour moi personnellement, puis ça m'arrange aussi peut-être de pouvoir en parler sur l'émission, hein, j'avoue. Donc j'ai fait rentrer ça dans la case imaginaire parce que du coup c'est vrai que surtout moi qui lis beaucoup de Batman et de machins comme ça, il y a vraiment des personnages qui, voilà, tu vois, t'as... Oh, et puis même dans l'imaginaire collectif, c'est quand même assez proche de la fantasy, de la SF. Ouais, carrément, ouais. Enfin, d'ailleurs, ça reste de la culture populaire de geek à la base, quoi. C'est ça. Et il y a des comics science-fiction aussi, hein. Donc c'est dommage parce que pour ma première crew je voulais partir sur un truc vraiment SF pour le coup, mais j'ai pas trouvé le premier tome de ce que je cherchais, donc peut-être que incessamment sous peu ça arrivera. Ok, bah écoute, ça va être cool de changer un peu de support. Ouais, carrément. Puis l'exercice aussi il peut être marrant parce que je t'avoue que je savais pas trop où je mettais les pieds en faisant une chronique, d'autant plus que c'est une chronique orale de comics. Mais au final, faut dire que je pense que je suis tombé sur le truc qui s'y prêtait pas mal quand même. Il y a beaucoup de texte. Bah, en fait, disons, c'est surtout qu'il y a beaucoup... à défaut d'avoir beaucoup de texte, il y a beaucoup de sous-texte. D'accord. Ah ouais, donc... ouais. Il y a une vraie histoire avec des tenants et des aboutissants. Donc après, j'en parlerai dans l'accro parce que je vais pas trop en parler ici. Mais bon, il y a des défauts comme dans les livres. Il y a des points forts comme dans les bouquins, et vraiment là je parle vraiment au niveau du scénario, pas spécialement au niveau des dessins, parce que du coup moi je sais faire que des bonhommes bâtons, donc concrètement faut pas qu'on joue au Pictionary ensemble, hein. Parce que ouais, on risque de galérer un petit peu. Carrément, ouais. Alors moi de toute façon je me retrouve toujours tout seul dans ce genre de truc, personne me veut dans son équipe. Voilà. Et sinon j'ai une parution, je sais pas toi si t'avais quelque chose à annoncer, non? J'en avais une, mais elle est pour mars 2021, donc on va peut-être attendre un petit peu. Ouais, d'accord. Et pour l'instant, on n'a pas parlé de Terry Pratchett, ou alors que très peu. C'est vrai, et, ouais. Il faut savoir qu'il est mort du coup il y a pas très longtemps. Et il y a Pocket, donc qui édite la plupart des romans du monsieur, avec La Talande aussi, mais ça c'est pour les éditions un peu plus belles, on va dire. Donc il y a le dernier tome, parce que du coup, vu qu'il est mort avant qu'il en ait dans les tiroirs, ce sera le dernier, qui s'appelle Je m'habillerai de nuit, qui est déjà sorti, et du coup qui met en scène Tiffen Patrak, qui est une des sorcières du Disque Monde, parce que tu sais comment ça fonctionne en fait, dans le Disque Monde t'as plusieurs personnages qui sont suivis au cours des romans.
Donc là, voilà, ça se termine sur les sorcières. Je pense que ça clôture assez bien le truc, parce que c'est vrai que le personnage, il est vraiment cool. Il est souvent entouré de petits espèces de gobelins assez fun qui font un peu n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est sorti chez Pocket Imaginaire du coup, et je m'habillerai de nuit. Donc je l'ai pas encore lu, c'est dans ma pile à lire aussi. Mais même sans l'avoir lu, je pense que je peux conseiller vivement de lire du Terry Pratchett de toute façon, quoi qu'il en soit. Oui, c'est sûr que ce sera jamais un mauvais conseil, ça c'est clair. Vraiment, ouais. Après, on peut, comme il a écrit beaucoup de choses, il y a un moment, ça peut vite tourner au gavage. Mais si tu vas doucement, il y a de quoi faire pour quelques années. Ouais, quelques années, ouais, c'est ça. Bah personnellement, c'est ce que je fais. Je vais en lire un ou deux grand maximum d'affilée, parce que vu que c'est quand même un humour assez, c'est subtil dans les jeux de mots, mais ça peut être très lourd parce que c'est répétitif. C'est vraiment du comique qui tourne autour de la vanne ou des jeux de mots. Mais après, quand on fait une petite pause, c'est toujours un plaisir d'y revenir. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'on sait jamais sur quoi on va tomber. Et puis le gros avantage, c'est que comme si on parle du Disque Monde, c'est un univers qui est tellement grand qu'il y a quand même l'aspect monde secondaire qui fait que tu as quand même des règles dans ce monde-là. Donc l'humour peut aussi arriver du fait que toi en tant que lecteur, tu connais un certain nombre de choses de l'univers, et au bout d'un moment, Pratchett il peut jouer avec, puisque tu as une espèce de logique tacite entre le lecteur et l'auteur. Ouais, là où quand c'est du one shot, t'es vraiment obligé de faire que de la vanne, parce que le temps que t'expliques ton univers, t'as fini le livre quoi. Et du coup il y a beaucoup de clins d'œil, il y a des références, mais c'est des références qui sont vraiment référencées sur le Disque Monde quoi. Donc c'est vraiment se sentir vraiment faisant partie d'un truc en fait, parce que du coup même si t'as des personnages qui font juste une petite apparition, tu te dis putain lui je l'ai vu là-bas, ou je l'ai vu là, il faisait ça, t'sais. Donc c'est vrai que c'est toujours marrant d'avoir des petites références comme ça dans des romans à des personnages qu'on adore, parce que forcément il y a tellement de persos que t'es obligé d'en avoir un que tu préfères plus que les autres. Donc et toi c'est qui du coup? Moi c'est le commissaire divisionnaire. Ah oui. Le guide d'Ankh-Morpork, il m'éclate ces mecs, franchement ils me font hurler à chaque fois. Moi j'avoue, j'ai lu que les premiers, donc c'est Rincevent que je connais le plus. Il est bien fun, mais je crois qu'il n'y a pas eu tellement de trucs que ça écrit sur Rincevent. Hein. C'est déjà les 3-4 premiers tomes du Disque Monde, donc... Mais après sur le long terme, il a fait beaucoup, il a créé beaucoup de trucs quand même. Bah écoute, voilà, pour moi c'est tout. J'ai l'impression d'avoir fait que parler pour l'instant, donc je vais te laisser la parole du coup. Hein. Pour les chroniques, donc. Ouais, c'est ça. Alors moi je me suis lancé dans un truc, je sais pas si c'était bien intelligent, parce qu'en faisant mes recherches, je me suis aperçu que s'il y avait du boulot. Donc j'ai essayé de condenser, et de toute façon c'est une chronique, hein, donc c'est pas exhaustif. Donc quand j'avais fait ma chronique sur Claire Ashton Smith, c'était Zotic. J'avais parlé d'un certain William Thomas Beckford qui avait écrit un ouvrage intitulé Vathek. Donc j'en avais rapidement parlé, et comme ça m'avait intrigué, je l'ai cherché sur ma liseuse, et je me suis aperçu il y avait une version libre de droit en fait, du coup que tu peux lire gratuitement. Ouais. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas, c'est par curiosité, c'est gratuit, je vais me lancer. Et c'est vrai que ça m'a plutôt captivé. J'ai lu plusieurs autres livres, et puis je me suis dit qu'est-ce que j'allais chroniquer. Et celui-là il revenait pas mal, j'avais des réflexions qui tournaient un petit peu, donc je me suis dit go, c'est parti. Et donc en faisant mes recherches sur le net autour de William Beckford et de l'ouvrage, il y a des thèses qui sont écrites dessus, il y a un certain nombre de travaux scientifiques. Ah ouais, carrément. Donc ouais, il y a de la matière, il y a des trucs assez costauds, donc je vais pas rentrer non plus trop dans le détail. Donc je vais d'abord revenir sur Beckford lui-même, parce que finalement c'est un auteur qui est assez connu dans le registre du roman gothique, mais pas que, vous allez voir. Donc en fait c'est un homme politique, un critique d'art et un écrivain anglais. Donc il est né le 1er octobre 1760 au 22 Soho Square à Londres. Alors si c'est aussi précis au niveau de sa naissance, c'est parce qu'en fait il est le fils du maire de Londres de cette période-là.
En effet, ouais. Donc il y a pas mal d'informations sur sa famille, étant donné que c'était aussi l'une des plus grandes fortunes anglaises de cette période. Donc d'ailleurs, il hérite de son père à 10 ans, donc de sa fortune et de ses propriétés en Jamaïque. Donc c'était un homme politique, il a été plusieurs fois membre du Parlement du Royaume-Uni, mais en fait, à un moment, il a été proscrit du Royaume-Uni, et à ce moment-là, il a fait un tour d'Europe avant de revenir définitivement en 1796. Donc c'est quelqu'un qui avait une vie un peu sulfureuse. Il commence bien, hein, ton... Bah, c'est pas pour rien qu'il fait... ouais, clairement. Ouais. Que quand on parle de littérature décadente de la fin du XVIIIe siècle, souvent c'est un nom qui revient pour la partie anglaise. Mais il a également écrit en français. C'est le cas pour le Vathek, comme j'avais expliqué sur ma chronique de Zotique. C'est son œuvre la plus célèbre, d'ailleurs. Donc il l'a écrite à Lausanne, publiée en 1782 en français chez Isaac Ignou. Mais l'un de ses amis qui devait traduire l'ouvrage en anglais, Samuel Henley, avait... c'est 86, hein, pas 82, excusez-moi. Avait déjà publié l'ouvrage à Londres. Donc une première traduction anglaise quelques mois avant la traduction française. En fait, quand il s'est aperçu que ça avait été traduit en anglais, il y avait pas son nom, enfin il y avait rien qui pouvait raccorder Beckford à son œuvre. Et donc pour éviter de perdre la paternité du Vathek, il s'est dépêché en fait de publier l'ouvrage en français, donc en Suisse. Sauf que ça a été amputé de ce qu'on appelle les épisodes de Vathek, qui sont trois épisodes distincts qui sont la continuité du texte principal. Et l'un ne va pas sans l'autre quand on les a sous les yeux, parce que c'est vraiment la suite de la réflexion. Donc en fait l'ouvrage a été publié 2 fois sans être vraiment complet. Donc en 1786. D'ailleurs, la première publication en Suisse était considérée comme toxique et donc n'a pas été vendue. Et les 300 exemplaires qui devaient être envoyés à Paris ont été saisis par la douane. Donc pour vous dire à quel point l'auteur et son œuvre étaient considérés comme dangereux, quoi. Ça a commencé mal pour lui, hein. Ah ouais, donc le texte complet ne sera pas publié avant 1912 dans une version bilingue éditée à Londres. Je vais revenir un peu sur Beckford parce que en fait, ses connaissances littéraires ont beaucoup influencé le Vathek, puisque c'était un connaisseur de la littérature arabe. Il a eu accès à plusieurs manuscrits ramenés d'Égypte, par exemple, qu'il a aidé à traduire avec un petit groupe d'amis. Donc toutes ces traductions sont parues sous le titre de Suite des contes arabes. Il est aussi l'auteur de plusieurs contes inspirés des Mille et une nuits, donc écrits en français encore une fois, mais qui ne seront pas publiés avant 1992. Donc presque un siècle d'écart, quoi. Rien que ça. Donc voilà, c'était un personnage qui s'intéressait énormément au monde orientaux et principalement arabe. Donc Lord Byron considérait Vathek comme sa Bible. Donc ça, j'en avais touché quelques mots quand j'avais parlé de Zotique. Et Mallarmé, donc l'écrivain français, rédigea une préface pour la parution française de 1876. Il écrit entre autres « L'histoire du calife Vathek commence au faîte d'une tour, d'où se lit le firmament, pour finir dans un souterrain enchanté. Tout le laps de tableaux graves ou riants et de prodiges séparant ses extrêmes. » Donc c'est un bon résumé du Vathek qui parle de la décadence d'un calife, donc qui est mi-réel, mi-fictif, puisqu'en fait il raconte en partie l'histoire, c'est inspiré plutôt de l'histoire d'un calife qui se nomme Al-Watik, donc qui a vécu de 812 à 847, et il n'a régné que de 842 à 847. Il a succédé à son père, donc le calife Al-Mutassim, donc le 8e calife abbasside, qui avait fait déplacer la capitale de Bagdad à Samarra. Donc l'histoire se déroule à Samarra. On n'a pas Al-Watik mais Vathek comme calife, donc voilà, mais ça plante un peu le décor. Ça donne une idée un peu temporelle, mais il y a très peu de références aux faits historiques, hein, dans le roman. Un autre élément qui est important,
qui est influencé par l'histoire, c'est que en fait la population arabe détestait cette lignée de califes, enfin du moins Mutassim et Al-Watik. C'est pour ça qu'ils avaient fait déplacer la capitale, parce qu'ils étaient eux, d'après ce que j'ai compris, ils étaient plutôt d'une lignée turque. D'accord. Bon, il devait y avoir d'autres problèmes pour que la population les ait à ce point, mais oui, j'imagine. J'ai pas non plus fait une recherche totale. Alors, Al-Watik est connu pour être un calife assez érudit et un musicien de talent. Il a laissé un certain nombre de compositions. Son règne est très court et marqué par beaucoup de révoltes, donc du fait que la population ne l'aimait pas. Et sa mort est assez drôle, sans l'être, hein, comme toutes les morts. J'ai déjà le sourire, alors c'est mort. Tu vois, il est mort comme une écrevisse. Il est mort parce qu'il est resté trop longtemps dans une étuve chaude pour se soigner d'une insuffisance cardiaque congestive. Tu m'étonnes, je fais pareil. Je trouve ça hyper précis comme mort, tu sais. Ah ouais, c'est vrai qu'à la limite c'était écrit, tu sais, ça devait se passer comme ça et pas autrement. Donc pour le récit lui-même, en fait, donc ça raconte l'histoire de Vathek, inspiré donc d'Al-Watik, donc le calife de Samarra, et qui va exécuter les ordres d'une créature maléfique afin d'acquérir des pouvoirs surnaturels, abjurant par là sa religion qui est l'islam. Donc ça c'est le cadre général. Donc Vathek est souvent décrit comme un conte oriental plutôt qu'un roman gothique. Mais finalement il est un peu entre les deux. Un des aspects qui fait qu'il est plutôt considéré comme un conte oriental, c'est son aspect sériel, cyclique, par rapport au texte principal et ses épisodes, qui est un marqueur caractéristique des contes arabes à la base. On peut penser par exemple aux épisodes de Zadig ou La Destinée ou La Princesse de Babylone de Voltaire. Surtout qu'on peut voir un embryon de conte philosophique dans Vathek, même si d'après ce que j'ai lu, et c'est vrai que quand tu y réfléchis un peu plus en profondeur, c'est pas le sujet ni l'objectif de Beckford. Donc on n'est pas tout à fait dans le même registre. Mais c'est pour donner une idée, je pense que les gens ont certainement lu un ouvrage de Voltaire, ou même Candide par exemple, il y a un aspect épisodique. Donc en plus de ces multiples références aux contes orientaux qu'on trouve dans le texte, par exemple il y a un personnage qui s'appelle le Giaour, qui est assez récurrent dans ce genre de contes. On a aussi la non-passivité du personnage principal, qui va à l'encontre de ce qu'on attend du roman gothique. En général, le héros ou l'anti-héros, dans le cas du roman gothique, on peut l'appeler comme ça, est assez passif et subit le destin, alors que là, on a un personnage qui, certes, va subir le destin, mais qui est actif dans le fait que les choses avancent dans son sens, même si il va lui arriver des complications. En même temps, il y a le côté un peu fausse qui traite avec le diable, donc ça va forcément mal se passer. Donc du côté du roman gothique, par contre, qui était en vogue à l'époque de la publication du roman, on peut noter l'étrange capacité du calife à tuer d'un simple regard, donc quand un de ses serviteurs le mécontente, et ça peut faire penser à un autre célèbre tyran du genre du roman gothique, qui est Manfred, dans le... Alors moi aussi je vais sortir mon plus bel accent anglais, The Castle of Otranto, d'Horace Walpole. On aurait dit l'italien. Ouais, je pense que je prononce mieux l'italien, même si je sais pas le parler, tu vois. Donc c'est un ouvrage qui est assez fondateur du roman gothique, et Manfred est pareil, un personnage assez capricieux et qui est très effrayant. Et donc on peut noter aussi les nombreuses ambiances et les scènes assez sombres, à base de ghouls, de cimetières ou de sacrifices humains par exemple. Voilà, donc là on est vraiment dans le roman gothique. Donc à l'origine du roman, donc je l'ai trouvé dans un texte, une fiche de lecture en fait sur Vathek qu'on peut trouver facilement sur le net. Apparemment c'était bien sourcé, donc je le prends plutôt comme argent comptant, mais c'est toujours à mettre au conditionnel. Donc à l'origine, on trouverait une fête que Beckford aurait donnée à Noël 1781 au manoir de Fonthill, où il se serait enfermé 3 jours avec des jeunes femmes sans leur mari, des jeunes filles et des jeunes garçons. On sait que Beckford était bisexuel. Mm-hmm. Donc c'était en huis clos et sans domestique. Et donc apparemment il se serait passé des trucs un peu particuliers, comme on peut l'imaginer. Bah, j'imagine bien, oui.
D'où l'aspect décadent du Vathek qui serait inspiré de ces fêtes-là. Sachant qu'on peut rapprocher un peu la personnalité de Vathek à celle de Beckford. C'est le fils d'une des plus grandes fortunes d'Angleterre. Vathek, c'est un successeur de calife, il est calife lui-même, donc il ne manque de rien. Il a fait construire 5 palais pour les 5 sens, avec par exemple dans le palais dédié à la musique, les plus grands musiciens, dans le palais dédié au goût, t'as les meilleurs mets qui sont servis, ce genre de choses. D'accord. Okay. Donc Vathek est présenté aussi comme un personnage très érudit. Il a toutes les connaissances de la Terre, et l'un de ses objectifs dans le pacte avec les démons, c'est d'obtenir les connaissances du ciel et des souterrains. Donc Beckford était considéré comme un enfant surdoué également, d'où un autre élément en commun. Et ils sont tous les deux révoltés contre les règles et les traditions. Donc Beckford contre les règles de la bonne société anglaise. Donc c'est pas pour rien qu'il a été proscrit d'Angleterre pendant une certaine période. Et Vathek, lui, c'est par rapport plutôt à la religion, donc à l'islam, qui va très facilement rejeter pour pouvoir acquérir de nouveaux pouvoirs et donc pour pouvoir en fait gagner en autorité. Et c'est toute la quête du personnage. Donc on le suit un peu comme dans les contes arabes du coup, dans différents épisodes. Il rencontre un personnage qui va lui donner une indication pour pouvoir acquérir du pouvoir, et lui il va essayer de l'exécuter. Donc ça va de lire des inscriptions étranges sur des sabres. Donc ça c'est pour les choses un peu inoffensives, qui va lui donner des indications pour la suite des opérations, jusqu'à sacrifier un certain nombre d'enfants aux démons pour qu'ils les mangent. Donc là on est sur des choses un peu moins innocentes. Clairement pas, ouais. Ce qui est assez intéressant, c'est que le Vathek va suivre à peu près les règles qu'on lui impose, mais il est tellement indépendant et arrogant. Donc voilà, il écoute personne, il suit que ses désirs, et comme il est calife, il considère que personne n'a rien à lui dire. Donc et finalement personne ne lui dit grand chose, à part sa mère Caratis, qui est un peu sorcière à ses heures perdues, et qui va en fait le conforter dans cette idée d'obtenir des pouvoirs, même si pour ça il faut passer par le blasphème et tout ce qui s'ensuit. C'est assez drôle parce que moi j'ai pas mal joué à Warhammer Battle, et je jouais notamment les elfes noirs comme armée. Vous allez voir, c'est très logique le lien. Et ça m'a fait penser, le duo Caratis et Vathek m'a fait penser au duo Malekith-Morathi. En fait, Morathi, c'est la mère du roi des elfes noirs, Malekith, qui s'est fait évincer du trône. Et ils ont une espèce de relation incestueuse, un peu bizarre. Et ça m'a fait penser un petit peu à ça, la relation entre Caratis et Vathek. Je pense pas que les créateurs... Enfin, si on remarque, c'est possible que les créateurs de Warhammer Battle soient allés puiser là-dedans, étant donné qu'ils sont anglais. C'est pas ouais, carrément. Donc ce sera assez marrant s'il y a un lien entre ces deux univers, qui à la base n'auront aucun rapport, quoi. Oui, clairement pas, ouais. Donc voilà, c'est un roman qui est assez court, c'est une centaine de pages, et qui est pourtant assez fondateur, tout en sortant du cadre du roman gothique, comme je l'ai dit plusieurs fois. Et c'est une lecture qui est assez intéressante. Et alors je suis pas un grand connaisseur du roman gothique, mais les éléments qui sont externes à ce genre-là font que si vous êtes lassé des châteaux embrumés, etc., c'est une autre manière de concevoir un peu ces ambiances assez lourdes, assez sombres, dans un environnement différent de ce qu'on peut attendre. Donc là, on est sur Samara. Dans un univers oriental, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vrai que ça a l'air intéressant. Mais il faut penser vraiment qu'on est sur on est dans l'orientalisme, c'est l'Orient fantasmé, hein, donc il y a très peu d'éléments qui se rapportent à la réalité. D'accord. Et au niveau du style d'écriture, ça donne quoi? C'est pas... moi je trouve que c'est plutôt bien écrit, sachant que c'est pas sa langue maternelle, mais apparemment c'était un peu
une tête qui a appris pas mal de langues assez facilement. D'accord. Donc ouais, c'est plutôt bien écrit. Je sais qu'il y a une édition un peu plus tardive, je sais plus laquelle c'est, où il a quand même fait relire son texte pour enlever un certain nombre d'anglicismes. Donc à la base, ça devait pas être parfait. Moi, la version que j'ai trouvée, qui était gratuite, il y a des problèmes dans le texte, mais qui sont liés pas à la langue ou à l'auteur lui-même, mais à la mise en page, tout simplement. Oui, je pense d'accord. à un problème de numérisation ou quelque chose comme ça. Ah ouais, d'accord. Et ben écoute, moi perso, t'as éveillé ma curiosité, j'irai quand même jeter un œil pour voir. Bah écoute, ouais, moi ça m'a un peu remis sur le roman gothique, comme j'ai dit, je suis pas un spécialiste, mais j'ai quelques billes quand même, et ça m'a donné envie de creuser un peu. En plus, il est en référence d'un Clark Ashton Smith, alors bon, concrètement, oui. faut y aller quoi. Et c'est vrai que ouais, j'en ai pas parlé, mais l'aspect décadent, vraiment fataliste du texte, on comprend comment ça a pu influencer Clark Ashton Smith et notamment Zotic. Oui, qui est quand même assez. Pour moi, il y a vraiment, il y a limite des nouvelles qui sont un condensé de l'histoire de Vathek. Ouais, d'accord, ok. Ouais, bah écoute, je pense que rien que pour le côté influence quoi, ça peut être sympa à lire. En plus en ce moment il fait chaud, il fait tout ça machin, alors un peu plus de lourdeur comme ça, c'est pas mal. Oui, bon du coup moi ça sera vraiment pas la même ambiance, parce que pour changer un peu, je vais parler de fantasy. Bon bah c'est ironique hein. Mais du coup je vais parler donc de littérature fantastique, mais de littérature vampirique pour être précis. Parce que les vampires, et là bah accrochez-vous bien, c'est un scoop, mais ça a été un de mes sujets préférés à la base quand j'ai commencé à lire. J'imagine que tout le monde s'en fout, mais en tout cas moi ça me fait plaisir de le dire, tu vois, je partage ça avec un peu tout le monde et ça me... Voilà. On raconte bien ce qu'on veut hein. De toute façon, voilà. Après le truc avec les vampires, c'est que ça m'a gonflé assez vite, parce que dans les livres qui leur sont consacrés, le traitement du vampire, j'y trouvais ça très rébarbatif, c'est-à-dire qu'on a vite fait le tour, surtout pour les classiques, en fait. Bah, si tu veux parler de Anne Rice, par exemple, dans les par tu exemple, les as tous lus. Hein. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Donc on retrouve généralement les mêmes codes, ce qui est normal, hein, parce que de toute façon on peut pas vraiment dénaturer le vampire et le mythe qui tourne autour. Mais bon, au bout d'un moment quand même, j'ai eu l'impression de tourner en rond jusqu'à ce que je tombe sur ce bouquin de Céline Chevet. Du coup, j'avais même, pour dire, carrément arrêté la littérature vampirique. J'avais lu mes classiques, du coup j'avais lu 2-3 trucs qui allaient après, mais bon, bah du coup, voilà. Je sais pas trop expliquer pourquoi ce livre en particulier, mais je crois que c'est la couverture qui est vraiment très belle, qui a attiré mon regard pendant que j'étais en train de surfer. Donc elle représente une forêt, avec entre deux arbres une sorte de cerf géant, avec deux minuscules persos qui le regardent comme écrasé par cette forêt, par cet animal en fait. Et ce dessin, moi personnellement, ça m'a tout de suite fait penser à du Ghibli. Je suis très fan des studios et j'avoue que... D'ailleurs, j'y reviendrai un peu plus loin dans la chronique. Donc au début, j'ai cru à de la littérature pour ados, pour être totalement franc, mais j'ai tout de suite compris en lisant la 4e de couverture que du coup, on était vraiment dans le roman de vampire pour adultes. Du coup, le pitch est pas compliqué. Donc, c'est Nathanaël qui sauve la vie à un vampire. Et suite à ça, il va devoir quitter son village et vivre auprès de Kael, c'est le vampire, une créature de la nuit. Je pourrais développer, mais vu que je vais pas mal parler dans Macro de ce qui se passe et surtout de l'univers du bouquin, je vais pas pousser le résumé plus que ça. Le seul truc qui est paradoxal, c'est quand même Nathanaël, il sauve la vie à une créature qui est déjà morte, non ? Peut-être que je cherche la merde. Mais du coup, voilà, ça m'a fait marrer. Alors, il y a une chose qui est pas précisée dans le résumé, c'est qu'en fait, il s'agit d'un récit croisé. C'est cool parce que ça donne un certain dynamisme au livre, puisque le lecteur, il oscille entre le journal de Nathanaël, et le récit d'une fille qui accompagne un vampire dans sa quête.
Après, le mot accompagner, il n'est pas vraiment juste, mais ça j'y reviendrai plus tard. Pour placer les personnages un peu dans le monde dans lequel ils évoluent, l'histoire donc se déroule au temps de la révolution industrielle et l'existence des vampires est connue. Le contexte du livre, il est important dans la mesure où la révolution industrielle, donc c'est le développement des machines, l'humain qui commence à prendre un peu plus de place sur la nature, qui commence à s'y désintéresser un petit peu, et on sent déjà que la nature, elle a commencé à pâtir de ça. D'ailleurs, le lien entre les humains et cette nature, il a déjà commencé à se rompre, et dans le roman, cette rupture, elle est symbolisée à un moment par la chasse d'une créature qui est appelée Bête, avec un B majuscule, parce qu'il y en a plusieurs. Et donc les hommes l'abattent, et à la manière d'un Ghibli, j'ai trouvé ça très poétique. Donc la créature meurt en laissant des fleurs. Voilà, c'est quelque chose de très poétique, et ça reflète bien le message que l'autrice cherche à faire passer sur l'humain qui prend l'ascendant sur la nature. D'ailleurs, la forêt, elle est omniprésente dans le livre. Et c'est le lieu de vie des bêtes et des vampires. D'ailleurs, on ne peut pas faire plus que ça, parce que du coup, ils vivent en harmonie avec, puisqu'ils habitent littéralement à l'intérieur de la forêt. Et cette forêt, elle représente, par opposition, un danger pour les humains. Mais les chaînes du silence, au-delà de tout ça, de ce message quand même assez important, mais qui est au second plan, parce que c'est surtout une histoire d'amour. Après, amour, non, c'est plus une histoire de sentiment. Parce que dans ce roman, autant pour parler avec un vampire, vaut mieux essayer d'avoir une conversation avec un pied de chaise. Concrètement, je pense que ce serait plus fructueux. Mais ce qui se passe entre Nathanaël du coup et Kael, c'est le sujet principal de l'histoire, pour moi en tout cas. Et au final, on peut faire le même rapprochement avec l'histoire du vampire et de la fille. Personnellement, toujours, j'y ai vu un reflet des sentiments fraternels. Après, je peux me tromper, on aurait des réponses parce que du coup, il va y avoir une interview qui va tomber avec la personne qui a écrit le livre, donc il dira si je me trompe ou pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui transpire, cette histoire de sentiments, voilà. Je parlerai pas volontairement du vampire et de la fille, enfin pas beaucoup, parce que du coup ça spoilerait trop de trucs, parce que c'est une histoire vachement mystérieuse quand même, voilà. Enfin bon, j'ai pas envie de gâcher la lecture aux auditeurs. En tout cas, pour ce qui est de Kael et Nathanaël, parce que c'est le pitch principal en fait, on a vraiment vu l'impression, en tout cas pour ceux qui ont des frères et des sœurs, de voir cette volonté de pas décevoir l'autre et de faire les sacrifices qu'on est prêt à faire pour quelqu'un de sa famille, enfin pour un proche, et notamment un frère ou une sœur. Donc à la fin, forcément, les deux histoires, elles vont se regrouper, et le constat est le même. Tout du long, les vampires, ils partagent des sentiments typiquement humains, bizarrement, comme la peur de la mort, la compassion, et parfois même, elle arrive à insuffler vraiment une humanité à ces créatures qui pourtant traitent les hommes vraiment comme des chiens, comme des animaux de compagnie. Ça, je le tiens du texte. Donc elle dit animaux de compagnie, mais c'est des clébards. Donc voilà, c'est vrai que les vampires, eux, dans le roman, ont la bonne gâche, on va dire. Parce que pour les humains, c'est pas la même limonade. Ils sont toujours à la limite de commettre les pires méfaits. Et quand je dis à la limite, c'est pour ma tournure de phrase, parce qu'en fait, ils franchissent toujours cette limite. C'est un peu comme en ce moment, comme aujourd'hui, pour faire mon vieux réac, mais on est toujours, parce que je dis nous, parce que c'est bien de nous qu'il s'agit en fait, on est toujours là où on nous attend. Concrètement, ça se vérifie encore aujourd'hui, et ça c'est triste, mais bon, c'est autre chose. Je pense notamment à un passage où Nathanaël, donc l'humain, est catapulté dans une ville aux apparences tranquilles, comme toujours dans les romans. On sent qu'il y a un truc qui couve, mais il se retrouve quand même au cœur des pires horreurs, et j'en dirai pas plus. Mais quoi qu'il en soit, c'est un constat, dans les chaînes du silence, les vampires sont plus humains que les humains, et les humains sont relégués au rang de bêtes ignobles.
un peu les rôles qui sont inversés. Donc merci Madame Chevet pour l'image que ça nous donne, hein. Mais voilà, plus sérieusement, enfin l'image que ça donne de nous plutôt. Mais concrètement, je pense que ça remet sérieusement les choses à leur place, enfin, ça nous remet à notre place vis-à-vis de beaucoup de choses. Et concrètement, le sous-texte parle de lui-même, hein. Faut le lire vraiment pour... c'est assez courant ça claque, je pense. de mettre l'homme, enfin les humains face à leur propre paradoxe. Dans ce genre de littérature, tu passes par une race différente pour pouvoir faire une perspective différente, en fait, tout simplement. Ouais, exactement. Ouais. Et là, j'avoue que ça fait mouche. En plus, c'est dit avec une certaine... Enfin, c'est quand même assez violent comme constat. Ouais, en même temps, je pense que, vu l'époque qu'on vit, c'est pas dénué de sens, quoi. Non, pas du tout. On sent que c'est jamais gratuit de toute façon, hein. C'est vraiment... c'est réfléchi. Et puis c'est un point de vue. Et c'est un point de vue super intéressant, mais elle le dit du genre, bon bah c'est comme ça et vous mouille. Et tu dis oui madame, c'est tout. Au niveau de l'écriture, on a affaire à quelque chose de très fluide. Ça se lit super bien, hein, je veux dire, voilà, ça à ce niveau-là. Et la petite surprise... Moi j'aime bien ça, c'est une sorte de miel sur le couscous un petit peu, qui personnellement m'a bien plu. C'est que y a quelques passages assez gore qui viennent parsemer le récit. Et ça, tu sais, au milieu de certains passages qui sont quand même assez poétiques, voilà, et ben boum, elle arrive à contre-pied et ça, je trouvais ça cool. Donc sinon, l'alternance entre les deux histoires, elle est bien amenée. Jusqu'au final où forcément, donc, comme je le disais tout à l'heure, les deux histoires se rejoignent, sinon il n'y aurait pas vraiment d'intérêt. Donc du coup, pour ma part, en tout cas, il n'y a pas spécialement un seul personnage principal, mais il y en a bien 4, voire 5. Là encore, il y a eu un gros travail de fait au niveau psychologie des personnages. Elle a su vraiment donner un caractère bien particulier à chacun, et je pense que c'est pas vraiment un exercice facile quand on a autant de personnages à gérer, quand on arrive surtout à les mettre au devant de la scène comme ça... voilà, ça a été bossé, ça se sent. La dernière chose intéressante sur les chaînes du silence, c'est que l'autrice, elle arrive avec un mythe du vampire vraiment totalement nouveau. Alors, nouveau, c'est peut-être un peu... mais à défaut d'être nouveau, c'est avec quelque chose d'original, parce que là, c'est vraiment l'accent au niveau social qui est mis dans ce livre. C'est intéressant parce qu'on apprend comment un vampire devient adulte, par exemple. On apprend qu'il passe par plusieurs phases avant de devenir adulte, comment ils grandissent et comment ils se comportent entre eux, certains rites de passage et tout ça. On sait qu'il y a des villages, par exemple, et qui peuvent s'associer aux humains. Et le truc intéressant, c'est que, par exemple, c'est une société matriarcale. D'habitude, ou du moins dans ce que j'ai pu lire sur les vampires, c'est des créatures solitaires, tu sais, voilà, tu parlais tout à l'heure des trucs gothiques, voilà, tout ça avec le château brumeux, avec, tu sais, dormir dans des cercueils. Dans des cercueils, voilà, ouais, que tu tues avec des pieux ou des machins comme ça. Et ben là, concrètement, c'est carrément l'opposé. C'est-à-dire que c'est des créatures sociables, avec leurs règles. Après, bon, bah, ils vont pas se checker chaque fois qu'ils vont se voir et se faire des grands sourires, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même des liens sociaux. Et ça se résume pas à simplement des créatures qui chassent pour se nourrir, avec des liens sociaux réduits au minimum. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai retenu de tous les classiques de la littérature vampirique que j'ai lu. Et voilà, c'est aussi ça un petit peu qui m'a saoulé, c'est-à-dire que bon, je trouvais ça un peu rébarbatif. Ce que j'ai trouvé dommage, par contre, c'est que certaines choses aient été amorcées, comme les bêtes, par exemple, dont je parlais tout à l'heure. Je peux comprendre concrètement que ça aurait été du job en plus, enfin, ça aurait fait un très très grand roman, un très très gros roman. Mais du coup, on reste un petit peu sur notre faim, on comprend ce que c'est. Donc voilà, c'est un peu dommage. Au début de Macro, je faisais la comparaison avec les studios Ghibli, et c'est justement là où le roman m'avait un peu mis l'eau à la bouche. C'est que c'était une graine plantée avec ces créatures. On a un début de mythologie qui nous explique qui elles sont, mais on n'en sait pas vraiment plus. Alors après, c'est mon interprétation, mais après réflexion, je me suis dit que, est-ce que justement,
vu que ces bêtes se montrent rarement, est-ce que l'autrice a pas décidé de faire pareil concernant le texte ? Tu vois, je me suis dit que bon, ouais, ou c'est si peut-être elle pour voulait coller préparer au truc, peut-être autre chose dans un autre ouvrage. possible. Ce serait bien en tout cas, parce que là je pense qu'elle tient un truc. Après bon, j'ai pas tout raconté non plus, parce qu'après au bout d'un moment ça spoil trop. Donc on en apprend un tout petit peu plus, mais on en aurait aimé en savoir beaucoup plus. Et ça, c'est dommage. S'il y a une suite en préparation ou écoute, autre histoire dans le même univers, au moins ça te donne l'eau à la bouche, tu vois. Voilà, exactement, ouais, c'est ça. C'est une bonne technique, hein. C'est une bonne technique, exactement. Donc voilà, pour finir, après, globalement, c'est un très bon bouquin que je conseille aux personnes qui aimeraient lire quelque chose de frais et de nouveau concernant la littérature vampirique, parce qu'on est loin des classiques en poulet au style plein de toiles d'araignée, quoi. Concrètement, ça se démarque vraiment là-dedans. Donc en attendant l'interview, je dirais simplement que c'est en commande sur le site du Chat Noir édition, et que franchement ça vaut vraiment le coup. En plus c'est quelque chose qui se lit quand même relativement bien, relativement vite, et qui vraiment dépoussière le mythe du vampire. C'est vrai que moi les quelques univers qui ont comme point central le vampire, comme personnage central un vampire, qui m'ont beaucoup parlé, c'était dans le jeu de rôle avec du coup la série Vampire, hein, la célèbre Mascarade. Série Vampire, Requiem et Mascarade, ouais. Mascarade, Dark Age et Requiem, c'est l'ensemble. Et là aussi ça développe déjà l'origine des vampires est assez intéressante, et on a aussi un aspect social qui est très important, puisqu'on a plusieurs clans qui essayent de cohabiter, mais en même temps de se tirer dans les pattes. Et on a même des questions, il y a vraiment des questionnements dans le jeu de rôle sur l'humanité du vampire, puisqu'à la base ce sont bien des hommes et des femmes. Donc il reste toujours une part d'humanité, et justement une des grandes parts du jeu de rôle, c'est soit de s'en rapprocher, soit de s'en éloigner, et tout ça a des conséquences. Donc c'est plutôt cool si le vampire est une figure qui vous intéresse, même sans vraiment jouer au jeu de rôle lui-même, rien que lire les livres de base, c'est hyper intéressant, et c'est un des jeux de rôle les mieux écrits, je trouve. Il y a quelques textes aussi qui racontent un peu l'histoire, notamment la genèse des vampires, et c'est plutôt bien foutu. Et l'autre élément, c'est dans le jeu vidéo, enfin l'autre œuvre à laquelle je pense, c'est dans le jeu vidéo, c'est Legacy of Kain. Je sais pas si t'as... Soul River. Ouais, Soul River. Ouais. Très très bon jeu, ça a bien vieilli, mais c'est cool. Je sais pas si ça a bien vieilli, parce que ça fait longtemps que j'y ai pas touché. Ah ouais, il était dispo sur une plateforme, je crois que c'est GOG, du coup je l'avais pris, je crois 2 ou 3 euros juste pour le côté nostalgique, et ben punaise, c'est prenant quand même. C'est un jeu vidéo qui a une mythologie qui est assez conséquente, et alors c'est moins fourni que le jeu de rôle vampire par exemple, niveau réflexion et développement de personnages, mais c'est plutôt bien foutu quand même dans l'ensemble. Et la figure du vampire est pareil, assez différente de ce qu'on peut attendre, même si il y a certains poncifs, mais pas tant que ça. Par exemple, je trouve pas l'équivalent dans la littérature ou dans le cinéma d'une figure du vampire qui sorte vraiment de l'ordinaire, ou qui remette en question un certain nombre d'éléments qu'on associe immédiatement au vampire. Au vampire, ouais, c'est sûr. Après, est-ce que s'il y a l'effort qui est fait pour essayer de renouveler vraiment, ou alors de rester dans ces codes-là, je sais pas trop, parce que c'est vrai que quand même, tu parlais d'Anne Rice tout à l'heure, elle, mine de rien, elle a amené quand même 2-3 trucs. Je me souviens notamment de Lestat que j'avais lu. Le mec finit star du rock, il me semble, avec un groupe et tout. C'était quand même assez fou de voir des trucs comme ça. Mais après, bon. Faut aimer aussi, c'est pareil. Anne Rice, des fois, c'est un petit peu lourd comme style. Le truc, c'est qu'elle a quand même son style et sa manière d'amener les personnages vampiriques, mais le problème, c'est que c'est très systématique sur toute son œuvre. Donc, quand on a écrit avec un
et que t'amènes quelque chose de nouveau, c'est cool. Mais c'est quand même mieux si à chaque fois que tu réécris sur des vampires, tu modifies un peu la manière de les présenter, les évolutions de personnages. Enfin, moi, l'impression que j'ai, c'est que j'ai de lire toujours le même livre. Tu vois. Bah après, il me semble, je veux pas te dire de conneries, mais je crois que sur beaucoup de ces romans, c'est des personnages qui évoluent dans le même univers, on va dire. Les stats, Armand, tout ça, ça fait partie. Entretien avec un vampire, je crois que ça fait partie tout du même cycle. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les questions qui sont soulevées par chaque personnage sont pas très différentes d'un personnage à l'autre, justement. Ah ouais, bien sûr. Tu vois, c'est plus de ce point de vue-là. Après, oui, que ce soit une saga dans un même univers et donc que tu as des règles communes pour que ce soit juste cohérent, il n'y a pas de problème, ça c'est normal, c'est même mieux. Mais c'est plus par rapport à l'intérêt de créer plusieurs personnages. Enfin, si, il y en a un quand même, parce qu'il y a des points de vue différents dans ces romans, mais globalement, t'en lis un, tu les as tous lus. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, j'en ai lu 2-3. Et voilà, c'est ce que j'en ai retiré finalement. Tu vois. Ah bah, tu sais, pour conclure, j'avais commencé à lire le Lien Maléfique. Il me semble que c'est une trilogie sur des sorcières. Tout ce que j'avais lu de cette autrice, ça m'avait bien plu, parce que du coup j'en ai lu quand même plusieurs. Mais je te jure, je suis rentré dans une rage. Ça décollait pas, en fait. Le truc est super épais. Et t'attends que l'action commence, il se passe des trucs, mais ça décolle pas. J'étais prêt à lui envoyer un mail à la meuf pour lui dire putain, mais c'est quoi ton bouquin de merde là, putain, ce que t'avais fait avant c'était bien, et ça ni queue ni tête, ça rime à rien. Et du coup j'ai pas retouché un de ses bouquins depuis. Ouais, donc je déconseille celui-ci, hein. Je déconseille pas beaucoup de bouquins, il y en a pas énormément, mais celui-ci, Le Lien Maléfique, si vous le voyez, baissez les yeux et partez en courant concrètement. Voilà, faut pas s'attarder, c'est mal. Donc c'est un conseil de non-lecture. Voilà, exactement, mon premier, il y en a pas beaucoup. Bon bah écoute, pour moi c'est tout bon. Ouais, et ben on va quand même donner quelques infos pour la suite du mois d'août. C'est les vacances. On va pas publier d'épisode classique, ce qu'on a fait jusque-là. Donc toi tu as une interview, donc on va essayer de publier ce mois-ci. Oui, d'ici la fin du mois, ça c'est sûr et certain. C'est ça, ouais. Peut-être même qu'il remplacera l'épisode qu'on publiera pas, du coup, parce que bon bah voilà, on va quand même essayer de profiter un petit peu du soleil et de tout ça. Donc nous on se retrouvera sans doute en septembre avec en plus de ça un épisode spécial rentrée. Voilà, spécial donc rentrée. Il sera un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, ce sera plutôt thématique. Si vous êtes un peu malin, vous savez de quoi on va parler, enfin vous avez une petite idée. C'est vrai qu'on l'a répété quand même. Et puis pour vous tenir informé des prochaines sorties, il suffit de nous suivre sur Facebook, hein. Donc je rappelle, les Annales d'Opale. Si vous avez trouvé le podcast, vous trouverez le Facebook. C'est ça. Après, on est dispo sur d'autres plateformes comme YouTube, par exemple. Podcast Deezer, Spotify, enfin toutes les plateformes de streaming. SoundCloud est votre source principale. Voilà, SoundCloud est votre ami. Et il nous reste plus qu'à vous dire dans un mois du coup. Bah voilà, bonnes vacances à tous, profitez du soleil et mettez de la crème.